santé, Cécile de Minibus. 8h48, merci d'être avec nous et comme tous les matins, nous recevons notre professeur référent, Jean Sibilia, bonjour. Bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Chaque jour, Jean, un nouveau médicament miracle. Les laboratoires américains ont annoncé un médicament qui s'appelle le Remdesivir, qui montrerait des résultats positifs. Mais plus largement, la question est, est-ce qu'il faut traiter le virus comme une seule et unique maladie ou donner le même traitement à tous les patients ? Donc on arrive maintenant à la phase la plus intéressante de l'histoire, c'est-à-dire les premiers résultats de toutes les études qui ont été lancées. On en a parlé largement, il y a plusieurs centaines d'études dans le monde qui ont été lancées avec cette épidémie. On commence à avoir des résultats par des études contrôlées, donc des bonnes études qui permettent de donner des renseignements solides. Donc voilà, le tocilizumab il y a 48 heures, le remdesivir maintenant, donc on commence à avoir des résultats solides. À chaque fois, même deux réflexions. Première réflexion, aucun des médicaments n'est miracle. Ça n'est pas l'antibiotique de l'angine. Évidemment, c'est à chaque fois, on gagne 5%, 10%. C'est un gain significatif, intéressant, mais ça n'est jamais le traitement magique qui transforme tout. Sachant qu'il y a, deuxième commentaire, évidemment deux stratégies qui doivent avancer en parallèle. Celle du remdesivir, par exemple, qui est un antivirus, qui permet de neutraliser le virus. C'est finalement comme dans l'hépatite C, comme dans le VIH, on utilise l'antiprotéase, on bloque le virus, on l'empêche de proliférer. Et puis il y a la deuxième groupe d'études, qui sont les études dont on a parlé il y a 2 jours, les anti-inflammatoires, pour bloquer la réponse anti-inflammatoire. Ça répond, mes deux remarques répondent à votre question, Cécile, c'est qu'il n'y aura pas un traitement. Il va y avoir une combinaison de traitements, probablement. On peut prendre l'exemple d'ailleurs du VIH, où on associe souvent 2 molécules, voire 3 molécules. Alors ça n'est absolument pas le VIH, évidemment, c'est pas du tout le même type de virus, pas le même type d'infection, évidemment, mais en revanche, c'est un virus aussi, donc on voit bien que les stratégies antivirales d'infection virale chronique ou aiguë sont des stratégies où on combine les molécules. Sauf évidemment, si on trouve demain l'antiviral entre guillemets parfait, on l'a trouvé dans l'hépatite C quand même. Dans l'hépatite C, la monothérapie suffit à éliminer le virus. On n'aurait pas imaginé ça il y a une quinzaine d'années. Donc, mais ça, c'est pas tout de suite, Jean. C'est pas tout de suite. En tout cas, c'est pas le remdesivir. Le remdesivir, ça va pas être le traitement de l'hépatite C. On va pas guérir tous les malades tout de suite en 8 jours. Ça sera pas le cas. Et puis un petit mot rapidement sur ces 25 cas d'enfants justement qui sont dans un état assez grave. Est-ce qu'on a avancé sur d'où ça vient? Pourquoi tout à coup ils ont été infectés si gravement? Alors ça avance très très vite. J'ai eu une longue discussion avec un de mes amis immunopédiatres de Lyon hier. Il y a dès hier soir et ce matin une visio nationale internationale pour définir les critères qui allaient être collectés dans toutes les réanimations françaises voire européennes pour essayer de bien décrire. La première étape, quand on a un signal, on l'a évoqué hier, c'est un signal. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les enfants arrivent très rarement en réanimation, notamment pour une atteinte cardiaque, ce qui a été le cas à Necker et ailleurs. Donc là, il faut, première étape, très bien décrire ce qu'on voit, qu'il n'y ait pas de confusion, pas de mélange. Parce que si vous partez d'une base où on mélange des choses, on décrit des choses, le signal est confus, il est brouillé et on ne peut rien analyser. Première étape, c'est vraiment de la méthodologie d'ultra-urgence. En 24 heures, les gens sont mobilisés cette nuit et ce matin. On va pouvoir bien décrire et après bien analyser. C'est très important. 2 remarques. Première remarque, c'est très rare. C'est très rare. Quand on regarde l'ensemble des cas déclarés, alors il est vrai en Italie, en Espagne, en Angleterre et en France, ce qui vous montre quand même un peu, ce qui trace un peu la carte Covid quand même, il faut le dire, mais ces cas observés, qui sont des cas graves, réanimatoires, sont très rares. En France, c'est une dizaine, une vingtaine au total d'enfants qui ont été vus dans les 3 dernières semaines. C'est le même nombre en Angleterre, en Espagne et en Italie. Donc c'est très peu d'enfants. Je vous rappelle que jusqu'à présent, il y avait quand même 1% d'enfants de moins de 15 ans hospitalisés en réanimation. Donc il y en avait déjà. Mais il n'y avait pas ce type de profil, c'est-à-dire avec une atteinte cardiaque. Donc ça va être regardé de très près. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, elle est très rassurante, parce que vous imaginez bien, dans ce contexte de réouverture des écoles, si on annonce maintenant que les enfants font des formes graves, ça va être extrêmement difficile à comprendre. La panique. Donc attention, il n'y a pas d'épidémie de formes graves, mais ce sont des formes graves
anormales, vous voyez, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pas la même chose, hein. C'est très important de comprendre ça. Donc maintenant, il faut les analyser. Et puis, toute dernière remarque très positive aussi, aucun enfant n'est décédé. Tous les enfants ont récupéré de cette atteinte-là, ont été traités. Donc il y a beaucoup de points positifs, mais il y a beaucoup d'incertitudes, et on le répète, on le répétera tous les matins. Cécile, Patrick, on le dit à chaque fois. Il ne faut pas être surpris, troublé, inquiet du fait que chaque jour on découvre quelque chose. C'est la vie de toute découverte médicale de choses nouvelles. C'est juste normal. Donc il ne faut pas être inquiet. Il faut au contraire, je pense, applaudir les équipes médicales qui, malgré la fatigue, malgré le stress psychologique, et je peux vous dire qu'il est fort ce stress psychologique pour nos équipes, malgré ça, elles se mobilisent la nuit, le matin. Moi, j'ai encore envoyé des mails à 1h du matin pour discuter. Voilà, on se mobilise, on est là parce qu'on est là pour ça. Donc sachez que voilà, les médecins et les soignants sont là. Vous gérez. Voilà, on gère, et ça c'est très important. Voilà, on ne peut pas faire de miracle, mais on fait le maximum jour et nuit. C'est très important de le savoir. Eh ben, on passe au standard avec vous, Jean, et Cynthia qui nous appelle de Narbonne. Bonjour, Cynthia. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. J'avais une question à poser justement en ce qui concerne ma fille, parce que elle a 6 ans, elle a un PPI depuis déjà 2 ans. On l'a découvert il y a 2 ans, et j'ai un petit peu peur en fait de la remettre à l'école, parce que comme on sait, elle est beaucoup plus fragile que les autres. Déjà en général, on fait toujours en sorte qu'elle tombe pas malade, qu'elle n'ait pas un rhume, parce que dès qu'elle est malade, en fait, son système immunitaire il s'emballe, et au lieu d'attaquer que le virus, en fait, il attaque également ses plaquettes, et après elle se retrouve sous immunoglobuline pendant quelques jours. Donc ce que je voulais savoir, c'est que si c'était pas dangereux pour elle, ce genre de virus, si ça pouvait pas provoquer des complications, et peut-être que voilà, je devrais peut-être pas la remettre à l'école tant qu'on n'est pas sûr que tout aille bien. En tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée, Jean Sibylla. Oui, merci pour cette question. On va essayer de vous rassurer aussi. Évidemment, c'est une des grandes difficultés, on l'a compris, hein, là, le retour à la vie, non pas normale, mais à une vie plus normale qu'elle ne l'était pendant le confinement, le retour à l'école, le retour en entreprise, le retour au travail, dans les transports pose évidemment des questions qui sont presque à chaque fois individuelles. C'est-à-dire, moi, avec ma maladie, avec mes comorbidités, avec mon obésité, avec mon tabagisme, quel est mon risque individuel? C'est une vraie question. Moi, je comprends cette question qui n'est pas traitée, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il faut, et je me fais juste un petit commentaire, et je vous répondrai, madame, hein, bien sûr, pour votre enfant, est-ce qu'il faudrait une sorte... vous voyez, d'algorithme en disant voilà ma prise de risque, une sorte d'intelligence artificielle qui vous dise voilà moi j'ai tel âge, tel poids, tel machin, voilà tel risque, je prends tel risque. Je pense que oui, en théorie c'est séduisant, mais c'est dangereux. Vous voyez, parce que c'est une sorte d'identification d'une épée de Damoclès qui n'est que statistique. Donc je ne suis pas finalement, je comprends la demande, je comprends l'outil et on peut le créer, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse à la situation actuelle. Mais ça peut se discuter. Je pense que c'est très ouvert. J'en viens à votre question, madame. Votre enfant qui a, j'ai compris, un PTI. Hein. Alors PTI, pour expliquer aux auditeurs, PTI veut dire, c'est un peu barbare, un des nombreux mots médicaux barbares, c'est une abréviation qui veut dire que ces plaquettes, qui sont les petites cellules dans le sang qui font la coagulation, ces plaquettes sont mangées, consommées par le système immunitaire, par son propre système immunitaire. Donc on détruit ces propres plaquettes. C'est une maladie immunologique assez fréquente chez les enfants et les adultes. Et évidemment, vous posez la question de savoir si ce système immunitaire, s'il rencontre le Covid, est-ce qu'il ne va pas s'emballer ou faire quelque chose d'anormal? Donc c'est une question tout à fait légitime. Pour être tout à fait clair sur la littérature et ce qu'on sait dans la connaissance du Covid, il y a effectivement une observation ou deux de PTI qui seraient révélées ou aggravées par le Covid, mais comme c'est le cas avec tous les virus. C'est vrai aussi avec la grippe, c'est vrai avec plein d'autres virus. Donc il est possible que dans certains cas individuels, le Covid puisse activer le système immunitaire et provoquer une poussée de la maladie. Mais globalement, aujourd'hui, la tendance, évidemment, c'est une tendance et ça n'est pas encore prouvé, c'est que toutes ces maladies du système immunitaire, et on mène, nous, une enquête à Strasbourg sur presque 1000 malades pour essayer de voir si ces malades sont à risque, à plus grand risque. Aujourd'hui, rien ne dit que ces malades sont à plus grand risque d'infection ou de forme grave. C'est pas la même chose. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur formel. On peut même penser que les malades qui ont ce type de maladie-là, avec les traitements que l'on connaît, sont peut-être même
protégés d'une certaine manière. Peut-être parce qu'ils se protègent mieux, peut-être parce que leur maladie immunitaire, comme le système immunitaire est hyperactif, élimine mieux le virus. C'est une vraie hypothèse qu'on peut évoquer. Et peut-être que les médicaments qu'ils prennent évitent l'orage inflammatoire. Donc toutes ces questions sont ouvertes, posées, nous n'avons pas la preuve. Donc j'ai fait une réponse assez longue parce que ça permet de traiter beaucoup de questions. Mais globalement, soyez rassurés. Après, c'est une décision un peu individuelle aussi, peut-être avec son professeur principal, avec l'école, ou directeur de l'école, discuter la situation. Il n'y a pas non plus peut-être d'absolue urgence, sauf cas familial particulier, de la remettre à l'école, parce que ça permettra finalement d'avoir des connaissances supplémentaires d'ici la rentrée de septembre. Je pense qu'on en saura encore plus qu'on ne sait aujourd'hui, et peut-être que les réponses que vous posez sont plus claires dans 3 mois. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire pour vous rassurer, mais en tout cas le risque est inexistant, très faible. Ne soyez pas inquiète pour votre petite, ça devrait vraiment bien se passer. Bien se passer, et sachant que les gestes barrières vont être mis en place, bien entendu. Merci beaucoup Cynthia d'avoir été avec nous ce matin. Je sais qu'il y avait encore beaucoup d'appelés de le standard, mais on vous prendra, ne vous inquiétez pas, on vous rappellera. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, on s'occupe des petites entreprises et on leur donne elles aussi des conseils pour faire face à cette crise. Restez avec nous, il est 8h59. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Dans le contexte d'épidémie du coronavirus,